le sens critique. Critique. On accuse constamment les Québécois d'être des suprémacistes blancs, racistes. D'un côté, on accuse une gauche radicale, d'un côté, c'est la faute d'une droite radicale. Sommes-nous devenus des esclaves de la société, genre? Ah non, moi je suis dépassé par la situation actuelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue au Sens Critique. La seule chronique, le seul podcast, le seul chroniqueur en politique qui parle de sujets politiquement corrects autant que politiquement incorrects avec une véritable objectivité. Donc aujourd'hui, on va parler de tous les sujets chauds, de tous les sujets qui vous choquent, de tout ce qui peut semer un petit soit dit soit peu la controverse dans la société. On va parler de tout ce qui vous dérange, de tout ce qui nous dérange, de tout ce qui pourrait déranger le monde parce qu'on aime ça parler des sujets qui font réagir. C'est important d'en parler, c'est important d'en débattre, même si je suis le seul à en parler en direct avec vous. On est quand même tous là ensemble, on est tous là pour y réfléchir et c'est ça l'essentiel du sujet, l'essentiel de la chose. C'est ça le but du sens critique, c'est ça le but de ce podcast, c'est de réfléchir puis de se poser des questions sur des sujets au final. Peu importe l'orientation et votre opinion, peu importe comment je pourrais dire, la déduction que vous allez en faire au bout du compte, ça vous appartient, ça vous revient. L'important, c'est d'être capable que chaque individu dans cette société se fasse une opinion critique, constructive et positive, autant que négative, parce qu'une opinion constructive, ça peut avoir deux côtés, deux revers d'une médaille. Ça peut avoir d'un côté des lauriers à donner, puis d'un autre côté des critiques assez directes, des critiques qui ne ménagent pas ces mots. Donc aujourd'hui, au sens critique, on va vous parler du professionnalisme dans le domaine politique. Donc, pour commencer, un petit message pour le maire d'Anjou. On peut pas y échapper, on peut pas faire comme si rien n'était arrivé. J'ai un petit message pour le maire de l'arrondissement d'Anjou à Montréal. Cher maire d'Anjou, si vous n'aimez pas votre job, ben crissez-le là, puis crissez votre camp, s'il vous plaît. Pour le plaisir des citoyens, collez-vous un sourire d'en face ou donnez votre 4% si vous n'aimez pas le fruit de votre travail. Je demanderais au maire d'Anjou, aux élus municipaux, ce qui va de la simple politesse et du respect, de ne pas crier, de ne pas être mal poli envers les jeunes de 15 ans qui représentent la jeunesse dans nos municipalités, puis de laisser leur mauvaise humeur chez eux s'ils sont pas contents puis de bonne humeur, ben qu'ils laissent la place à quelqu'un qui serait content de faire la job à leur place. Ce que je veux dire dans le fond au maire d'Anjou, c'est que il cherche du monde actuellement chez McDonald's. Puis s'il est pas content des déchets d'un parc, s'il veut mettre ça sur la faute de la jeunesse puis faire vivre le préjugé en traitant les jeunes de cochons, d'irresponsables, de gens qui se ramassent pas, ben je l'invite à envoyer son CV dans une équipe pour ramasser les déchets, dans une équipe de nettoyage anti-déchets. Et je l'invite également à regarder s'il y a assez de poubelles dans les parcs qu'il a fermés lui-même. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau là, pour le maire d'Anjou de dire que les jeunes ne se ramassent pas, de fermer un parc, de fermer un divertissement, un exutoire, une zone sportive, culturelle, quelque chose qui permet aux jeunes d'investir leur énergie négative dans des choses constructives et positives comme le sport et la culture et l'art et le divertissement et les activités. Je veux dire, comment qu'on pourrait fermer un parc sous prétexte que c'est cochonné, que c'est sale, qu'il y a des déchets partout. Rendu là, la ville a juste engagé une escouade anti-déchets puis ramasser les déchets dans les parcs. Elle a juste à mettre plus de poubelles puis plus de bacs de recyclage. Est-ce qu'avant de critiquer comme ça les jeunes, est-ce que le maire d'Anjou a regardé s'il pouvait faire quelque chose de son côté? Là, j'ai l'impression qu'on traite les jeunes d'irresponsables,
puis qu'on ferme un parc en traitant une population de gigons d'irresponsables, en parlant mal à un jeune de 15 ans et disant même qu'il n'y a pas d'affaire à parler au conseil municipal, que c'est ses parents qui devraient le faire, comme si qu'ils vivaient pas dans la municipalité dans la ville comme tout le monde, puis qu'ils n'utilisaient pas les services, et qu'il y a des décisions des hauts dirigeants qui jouaient pas sur la qualité de sa vie, puis sur des éléments dans sa vie à lui, puis qu'il n'avait pas son mot à dire. Comme si qu'à 15 ans, tes parents devaient parler à ta place, puis tu n'étais pas assez intelligent pour réfléchir par toi-même. Donc, vu qu'on parle de civilité, j'aimerais ça parler de la civilité du maire d'Anjou dans sa façon de s'adresser aux jeunes. C'est pas lui qui est un peu gigon en fin de compte? Non, c'est parce que s'il est de mauvaise humeur, le maire d'Anjou, puis qu'il est pas content d'être à sa job, puis d'être à sa place, ben il y a plein de monde qui serait super content de faire sa job à sa place, puis que ça leur ferait plaisir de répondre aux citoyens avec leur bonne humeur, puis d'ouvrir les parcs, puis de mettre des poubelles partout dans les parcs, puis de rendre les accès loisirs ouverts à tout le monde, ouvrir les portes au lieu de fermer les portes de nos services publics. Non, mais quand c'est rendu que tu fermes les services publics sous faute, sous peine, qu'il y a des déchets, que c'est sale, que c'est malpropre, ben là, ce qu'on peut accuser, c'est la malpropreté de la ville à ramasser les ordures dans la ville un peu partout, là, pas juste dans les parcs, là. C'est facile de remettre ça sur la faute des citoyens. Non, mais tu sais, à m'amener, ça vous sonne pas une cloche à quelque part? Donc, mon prochain sujet, c'est un sujet qui parle de l'itinérance. Des itinérants qui font peur aux enfants à Saint-Jérôme. Ouais. Là, étant donné qu'on utilise le prétexte des enfants comme un bouclier, là, on utilise les enfants pour dire « ça fait peur à mes enfants », ben moi, j'aimerais ça demander à tout le monde, à toutes les personnes qui ont peur de ces itinérants-là, ben sont où les parents de ces itinérants-là? Parce que moi, j'aimerais ça dire aux parents de ces itinérants-là que les itinérants, eux autres aussi, ont peur. C'est des grands enfants adultes, mais ils ont peur, sont dans la rue, ils vivent le préjugé du monde. Puis là, on nous dit à TVA qu'il y a des parents qui ont peur, que leurs enfants ont peur des itinérants parce qu'il y a des tentes qui sont derrière un genre de terrain de sport. Puis c'est super propre, là. On voit, les médias sont allés voir, il y a un monsieur, genre, qui est dans sa tente, c'est super propre avec son chien. À la limite, il fait du camping. Donc là, ce qu'on nous dit comme titre sensationnaliste, les enfants ont peur des itinérants. Fait que les enfants, depuis quand que les enfants au Québec ils ont peur du camping? C'est ça la question que je me pose pour commencer. Parce que c'est pas un camp de délinquance, c'est pas un camp de fortune, ça a pas l'air cochonné, c'est super propre, il y a juste quelques tentes qui sont sur le bord d'un parc. Je veux dire, c'est drôle de voir comment que l'itinérance, ça dérange juste quand on le voit. Là, t'as une madame, on dirait qu'elle a jamais vu ça, les itinérants. Moi, je vais déménager, comme si que c'était le gros party chaque soir, puis que c'était je veux dire que c'était quasiment rendu Woodstock, là, puis que c'était un camp d'hippies, là, puis de motards, puis de gangs de rue, puis qu'il y avait du gros trafic, puis du gros crime organisé dans ces tentes-là. C'est un monsieur qui son chien, genre, puis quelques tantes qui font du camping parce qu'ils n'ont pas de logement, puis ils n'ont pas réussi à se reloger. C'est fou pareil, hein? C'est fou de voir comment qu'on met de l'énergie à critiquer, à juger, à s'attarder à ça, à déloger ces gens-là de leur demeure. Puis une fois qu'ils se retrouvent dans des parcs, on en remet tellement d'énergie, encore une fois, à les déloger des parcs, mais toute cette énergie-là, on ne la met pas à les relocaliser, puis à leur trouver un autre logement, puis à les reloger finalement. Fait que c'est fou de voir comment qu'on met de l'énergie au Québec à notre détriment. Comment que c'est pas constructif, comment qu'on met une énergie en vain à s'acharner sur des pauvres sans-abri puis des itinérants juste parce que la réalité nous dérange quand on la voit. Il faudrait quasiment leur dire « Cachez-vous, là, allez vous cacher derrière des poubelles dans une ruelle ou dans le fin fond du bois, ce qu'on vous verra pas, parce que malheureusement, les gens n'aiment pas ça, voir des itinérants devant chez eux. » Ça leur montre à quel point qu'il y a une pauvreté qui existe au Québec, puis ils ont peur. Ils ont peur de se retrouver comme vous autres. Fait que, y a-t-il une peur? Y a-t-il une itinérophobie au Québec? Ouais, après l'islamophobie, je vous sors l'itinérophobie, l'itinéranphobie. La sans-abri-phobie, la peur des gens sociaux, la sociophobie. Tiens, la peur des classes sociales inférieures. C'est quoi ça, la sociophobie?
Ben, la discrimination sociale puis la sociophobie, c'est quand on a peur des sans-abri puis que c'est juste du monde comme tout le monde qui se retrouve dans la rue. Tu sais, moi, à 10 ans, j'étais allé à Montréal avec mon père. Puis j'ai vu les premiers sans-abri de ma vie parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas tant à Chicoutimi. Il y en avait, mais on voyait pas ça. Comme on dit, on tient ça caché, on n'aime pas ça, voir ça. Quand on voit ça devant nos yeux, il y a des citoyens qui font des plaintes puis la police les déloge. Fait que pour revenir à l'histoire avec mon père, on est allé à Montréal. Puis là, il y avait des sans-abri, puis ça me faisait un petit peu peur. C'est la première fois que je voyais ça, j'étais jeune. Fait que là, il m'a donné de l'argent pour aller leur donner de l'argent, puis il m'expliquait que dans le fond, ils étaient juste pauvres, qu'ils traversaient juste une réalité dans la vie, qu'il y avait des gens qui étaient moins riches que du monde, puis qu'il n'y avait pas d'endroit où vivre. Ça fait que j'avais reçu un 20$ pour Noël de mon père, fait que je l'ai donné à l'itinérant en plus de la monnaie qu'il m'a donné. Fait que j'ai donné 20$ aux sans-abri, puis j'ai vaincu mon préjugé puis ma peur des sans-abri comme ça, dans le fond. Parce que c'est vrai qu'au début, ça me fait peur, là, tu sais, il y avait plein de monde qui se tenait partout dans les rues, sur le bord des bâtisses, des restaurants à Montréal, dans le métro, qui te quêtaient de l'argent, qui te demandaient de l'argent. Puis là, tu te demandes, quand t'es jeune, pourquoi ces gens font ça, pourquoi ils sont là, tu sais, pourquoi ils n'ont pas de maison pour tout le monde. C'est un peu inconsidérable pour un enfant de voir ça, de réaliser à quel point qu'il y a du mal-être et qu'il y a du manque de soins des gens dans la société, là, comment qu'on s'occupe pas du monde, en fin de compte. Je pense que c'est plus ça qui leur saute aux yeux que la peur des sans-abri en tant que telle, là. Ça fait que quand c'est rendu que la réalité de l'itinérance saute aux yeux de nos enfants, c'est peut-être qu'il faudrait se poser des questions sur nos choix de société, de comment qu'on pourrait aider ces gens-là puis les relocaliser à la place de dire « Ah, ils font peur à nos enfants! On va faire vivre le préjugé au lieu de les sensibiliser à la cause! » Non, c'est parce que je dirais pas si on parlerait des pédophiles, mais là, on parle de des itinérants. On parle de des sans-abri, on parle pas de délinquants sexuels, on parle pas des pédophiles, on parle de du monde qui ont juste perdu leur logement, là. Tu sais, faudrait pas commencer à dire que c'est un risque pour les enfants, là. En quoi une personne sans-abri, puis une personne pauvre, puis une personne dans la rue qui perd son logement serait plus un danger pour nos enfants? Dites-moi, là, je veux qu'on m'explique. C'est basé sur quoi? Ce préjugé, ce fait-là, ce qu'on dit là dans les médias. En quoi une personne qui est pauvre, qui est démunie, qui perd son logement serait plus un danger pour les enfants? À la limite, là, du monde qui perd leur logement et qui se retrouve dans la rue, il y en a qui ont des enfants. Là, le monsieur qu'on a vu à TV, il y avait un chien. Mais il y en a peut-être qui ont des enfants aussi, là. C'est juste qu'ils veulent pas montrer ça, parce que si on verrait du monde dans la rue avec des enfants dans une tente sur le bord d'un parc, ben là, la DPJ arriverait demain matin. Voyez-vous comment que c'est mal fait au Québec? Comment qu'il n'y a pas de programme, comment qu'il n'y a pas de soutien, comment qu'il n'y a pas de filet social, comment qu'il y a juste des préjugés au sein de la pauvreté? Tu sais, là, Saint-Jérôme sont peut-être pas habitués de voir ça des sans-abri, mais il va falloir qu'ils se fassent à l'idée comme toutes les régions du Québec, parce qu'il y en a de plus en plus des sans-abri, là. Autant dans le Grand Montréal que dans les régions que dans les petites villes du Québec. Que les plus grandes villes. Ah, moi, excusez-moi, mais ça me choque. Je trouve ça ridicule de faire vivre le préjugé sur des sans-abri, comme ça. Du monde qui ont juste pas de logement, puis qui s'entretiennent, puis qui cherchent juste un logement, puis un autre endroit où aller vivre. Là, c'est juste temporaire. Là. Ils n'ont pas déménagé là de façon temporaire. Je penserais pas que c'est leur vision puis leur but dans la vie non plus. Là. On va se le dire, là. Tu sais, dans le fond, moi, je regarde ça, puis l'inflation monte, le prix de la vie monte, les gens se retrouvent dans la rue, ils ont de la misère à payer leur panier d'épicerie, ils ont de la misère à vivre, l'inflation s'est rendue la priorité absolue des Québécois, là. Puis c'est quoi qu'on a comme programme de lutte contre la pauvreté au Québec? OK, on donne plein d'argent aux organismes communautaires, à des organismes d'aide en logement, mais qu'est-ce que ça donne? Quand un Québécois, une Québécoise ou un citoyen pas capable de payer son mois de loyer, qui est sur le bord de se retrouver dans la rue parce qu'il n'est pas capable de payer son logement parce qu'il doit faire le choix entre se nourrir, faire son épicerie ou payer son logement, c'est quoi qu'on fait pour la sécurité du paiement des loyers des Québécois? C'est quoi qu'on fait pour compenser, pour leur donner des revenus supplémentaires? Y a-t-il des programmes d'urgence pour débourser ton mois de loyer que tu peux pas payer? C'est quoi qu'on fait pour redonner plus d'aide aux aides alimentaires, là où ce que justement les organismes ne fournissent plus, là, la demande dépasse largement l'offre.
Et on n'est pas capable d'offrir assez d'aide alimentaire pour tout le monde. Les organismes n'ont même pas assez de personnel pour fournir, en termes de bras puis de mains à la cause. Donc, ça entraîne tout que des problèmes de gestion dans le domaine communautaire, dans les faits, là. Je pense que le Québec traverse pas juste l'une des pires crises du logement de son histoire, il traverse aussi l'une des plus grandes crises communautaires qu'on n'a jamais vécues avant. Je pense que le communautaire est beaucoup plus touché que ce qu'on pense. Je pense qu'on ne réalise pas les lacunes, les faiblesses du système actuel. Puis quand on pense au domaine communautaire, on pense souvent d'aide de dernier recours, d'aide d'urgence, de soins de première assistance. Donc, on parle d'urgence pour la plupart des citoyens. On parle de services essentiels. On parle de services dont plusieurs dépendent. Et je pense que c'est grave de laisser ces institutions-là, ces organismes-là, dans la défavorisation actuelle des choses. J'ai l'impression que nos politiques sont tournées vers le modèle de la petite famille moyenne, que nos municipalités ont la tête ailleurs, qu'ils ne sont pas concentrés sur les problèmes de l'extrême pauvreté, qu'il n'y a pas de table de consultation puis de concertation, que malheureusement on n'est pas ancré puis qu'on n'est pas à fond, on n'a pas les yeux rivés sur la chose, on travaille pas dans le domaine, on laisse les choses aller puis on sait vraiment pas vers quoi ça peut puis ça va s'en aller pour vrai. C'est des réalités qui nous échappent des mains actuellement, qui laissent des citoyens dans l'impuissance totale. Ça va vraiment être le temps, il va vraiment être le temps au Québec qu'on aille quelqu'un là, avec un projet puis une table de travail sur l'itinérance, là, avec un plan de match, là, puis avec des objectifs en matière d'itinérance. Là. Ça va être le temps de s'attaquer aux problèmes, puis de mettre fin aux problèmes d'itinérance, puis de s'attaquer à la pauvreté, puis mettre fin aux problèmes de pauvreté un jour au Québec. Là. Si on veut que la belle province garde son beau nom, puis que les maisons de nos citoyens, puis que leurs cours, puis que nos régions, puis que nos villes, puis que nos environs aient l'air encore aussi riches qu'avant, ben, il faut redonner des richesses aux citoyens. Sinon, un jour ou l'autre, ben, on va se retrouver dépaysés, puis on va se retrouver avec des demeures, des logements, puis des maisons, puis des cours disgracieuses qui tombent en ruine et très mal entretenues, faute de moyens pour s'entretenir soi-même. Là, je veux dire, pendant qu'il y a des gros phénomènes de violence dans les centres-villes de Montréal, on ferme les parcs, les activités sportives, on réduit les activités de loisirs, puis on limite les exutoires puis la place de la culture dans notre société pour faire vivre l'oppression culturelle et sociale. Nos municipalités, nos gouvernements, nos institutions nous répondent avec un certain sens du mépris et du préjugé par rapport à la population et aux citoyens et au mouvement populisme. C'est-tu moi où on est en train de démoniser les citoyens? Les citoyens qui font vivre nos municipalités, qu'on traite comme des vaches à lait, qui sont juste bons à débourser des taxes à la ville, on est en train de les juger puis de les stéréotyper. Puis pendant ce temps-là, on écrase les pauvres puis on fait vivre notre préjugé sur la pauvreté qui paraît et transparaît de plus en plus dans nos rues puis dans nos villes. On s'attaque aux gens vulnérables, autrement dit. On pointe du doigt les personnes qui ne sont même pas responsables en partie du gros problème de société qu'on traverse actuellement. On va se le dire. On va se dire les vraies affaires aujourd'hui. On traverse des gros problèmes sociaux. Puis tout ce qui semble importuner et inquiéter nos formations politiques, c'est leur propre formation politique. C'est leur propre avenir politique. Tout ce qui semble inquiéter le gouvernement, c'est d'avoir la majorité pour diriger. Puis tout ce qui semble inquiéter l'opposition, c'est d'avoir assez de sièges pour s'opposer au gouvernement. Mais tout le reste, là, de servir la démocratie, puis la politique, puis l'intérêt des citoyens, on dirait qu'il n'y a personne qui en parle, puis qu'il n'y a personne qui a le cœur à l'ouvrage à travailler là-dedans. J'ai l'impression que quelque part, là, on fait opposition aux citoyens.
on est en train de créer une opposition gouvernementale aux citoyens, aux valeurs citoyennes, aux droits de parole, aux droits de vote, aux droits démocratiques de nos citoyens. J'ai l'impression qu'on s'attaque un peu au profil et qu'on marginalise nos propres citoyens. C'est à se demander au plus profondément de nous-mêmes, c'est à se poser la question, à se demander si les députés, si les élus, si les membres de la Chambre d'Assemblée nationale du Québec n'ont pas peur des citoyens. Si avec toute la tension qu'on a vécue puis la division dans les dernières élections, c'est à se demander s'ils n'ont pas développé une certaine forme de mépris envers certaines orientations politiques et mouvements et philosophies politiques et démocratiques. Tout mouvement, peu importe sa provenance, sa philosophie, sa mentalité, tout mouvement politique qui est légitime dans une démocratie, qui est libre de s'exprimer comme elle veut par rapport aux autres. J'ai l'impression qu'on se bat pour une place, qu'on cherche à prendre la place et à éclipser la place des autres. Quand je regarde la proportion du dernier vote aux élections, sur TVA Nouvelles, sur Québécois Média, au Journal de Québec, ils ont fait une proportion des sièges, puis ont montré dans le fond la proportion du vote par rapport à la proportion des sièges. Puis ce qu'on voit dans le fond, c'est que le gouvernement là, a largement beaucoup plus de sièges par rapport au taux de vote qu'il y a eu, par rapport aux oppositions, certaines oppositions qui ne sont même pas représentées en sièges par rapport au taux de vote qu'ils ont eu. Donc, la carte électorale du Québec, elle est tellement disproportionnée et inégale. Puis malgré le fait que les oppositions et que l'opposition officielle et que le gouvernement officiel sont les plus reconnus et les plus avantagés dans ce système proportionnel, ils sont en train de manipuler, sont en train de faire du chantage, puis de jouer sur le principe de la reconnaissance des oppositions officielles qui devraient être reconnues légitimement parlant par le fait que il y a une disproportionnalité, là. Il y a une distorsion politique, là. C'est pire qu'une distorsion cognitive, là. Il y a une déreprésentation des oppositions, des petites oppositions qui obtiennent quasiment 15% du vote, puis une disproportion dans l'attribution des sièges à l'ensemble du reste des autres parlementaires. Le système politique du Québec, le mode de scrutin est désorganisé à un point tel où on se demande c'est quoi la représentativité d'une région par rapport à une autre métropolitaine. Est-ce que Montréal, parce qu'il y a plus de population, obtient plus de sièges quand il prend tel comté? Mais tu sais, comment ça se fait que d'un côté, le Parti québécois prend Camille Lorrain, puis c'est juste un siège? C'est juste un siège par rapport à Québec solidaire à côté, qui en a 11. Par rapport au Parti libéral à côté, qui a pris le reste de l'île, mais qui en a 21. Puis le Parti conservateur du Québec, lui, il n'a pas pris aucune région, aucune circonscription, mais il a quand même pris 15% du vote, puis il n'y a aucun siège. Mais même à ça, si le Parti conservateur aurait pris une circonscription dans les régions du Québec, il aurait gagné quoi? Un siège? Un seul siège? Si ça aurait été sur l'île de Montréal, combien de sièges il y aurait eu par rapport à cette région? Moi, je comprends pas pourquoi que les analystes politiques, les journalistes sont pas en train d'étudier ça actuellement. Il y a personne qui regarde ça, là. La proportionnalité de la valeur du vote d'une région par rapport à une circonscription d'une région métropolitaine, d'une grande ville. Puis là, j'aimerais ça qu'on fasse des comparatifs plus profonds. J'aimerais ça qu'on compare les circonscriptions majoritairement francophones par rapport aux circonscriptions majoritairement anglophones. Je serais intéressé de savoir si une circonscription anglophone obtient plus de sièges par rapport au vote de sa circonscription qu'une autre circonscription, mettons, francophone dans une région éloignée du Québec. Je suis sûr que si on fait une analyse, on va se rendre compte qu'une circonscription anglophone à Montréal obtient plus de sièges, de votes par rapport au vote d'une circonscription que, mettons, une région éloignée du Bas-Saint-Laurent ou de la Haute-Côte-Nord. Je suis persuadé qu'on va en venir à ce résultat-là. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en tant que Québécois, en tant que francophone, en tant que Québécois de sang mélangé, métissé, né ici de souche, mélangé par le sang de multiples ancêtres, de multiples cultures qui sont arrivés d'ici, étant italien, espagnol, anglophone que francophone, que sûrement amérindien, métissé, autochtone et n'importe quoi, viking, néerlandais, là, je veux dire, il n'y a pas plus bâtard que moi.
en tant que fils de bâtard québécois, ben moi je tiens à vous dire, pour vrai, que je suis pas mal sûr que les anglophones, là, tu sais, on a un vieux mode de scrutin au Québec, là. Il n'y a pas eu de réforme du fonctionnement parlementaire, puis du mode de scrutin, puis de la représentativité, puis d'études de ça, le mode de scrutin, puis le vote par proportion, puis la procédure électorale du Québec. On n'a pas regardé ça depuis des années, là. Ça fait des lustres, là. Ça fait des années, là. Ça date d'une époque encore où c'était sûrement peut-être le Parti conservateur puis le Parti libéral du Québec qui se battait à la Chambre de l'Assemblée avec l'Union nationale, là. On est rendu loin dans le passé, là. Ben moi, ce que je pense, là, c'est que quand il y avait un puis deux partis, ça paraissait pas la distorsion politique. On a commencé à parler de ça quand Québec solidaire puis la CAQ est apparu puis le Parti conservateur s'est présenté aux élections puis a gagné quasiment le même taux de vote, mais que dans ces trois oppositions-là, il y a quelqu'un qui a obtenu 3 sièges, un autre 11 puis un autre 0. Puis l'opposition officielle 21, malgré le fait qu'ils ont tous pas franchi la barre des 15% dans le taux de vote. Donc avant ça, il y avait juste deux partis. Il y avait le Parti libéral du Québec qui se battait contre le Parti conservateur du Québec, qui se battait aussi contre l'Union nationale du Québec de Maurice Duplessis, qui se battait aussi contre un gros, le Parti québécois qui a fait sa naissance avec René Lévesque, qui a quitté le Parti libéral du Québec, justement, pour fonder le Parti québécois. Donc moi, je pense que pendant tout ce temps-là, sous nos yeux, les anglophones ont manipulé le mode de scrutin du Québec, ont manipulé la proportion du vote par scrutin, la représentativité de certaines régions francophones par rapport à certains bassins anglophones, pour se donner une surreprésentativité sur le vote fédéraliste. Ce qui reviendrait à dire, dans un sens, que les votes par référendum qu'on a faits au Québec était également le fruit d'une distorsion politique, donc on ne peut même pas prendre les chiffres pour acquis actuellement. Ça veut dire que peut-être même que le Québec a gagné son référendum sous la souveraineté, mais que ça paraît pas dans les proportions statistiques. C'est fou comme ça, là. Quand le chef de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, nous dit que la démocratie est malade, là. Elle est malade, là. C'est que oui, elle est quasiment sur respiration artificielle, là. Moi, je vous annonce que la démocratie, elle dort bien dur. Elle n'est pas réveillée pantoute, là. C'est à se demander, là. Je pense que Richard Martineau aurait dit quelque chose comme ça, genre. C'est à se demander si la démocratie du Québec n'est pas sous respiration ou dans un coma artificiel, gang. Les Québécois, ils dorment bien dur, là. Ils sont loin d'être réveillés. C'est le cas de le dire, c'est pas des woke. Les woke, c'est une minorité sous-représentée. À part le cœur des woke dans le grand bassin du Grand Montréal, il n'y a pas grand woke dans le reste du Québec. Étant donné que plusieurs woke se cachent, doivent vivre dans la peur, doivent se cacher, des gens qui cherchent à détecter à tout prix ces woke dans la société, qui ont une conscience réveillée dans ces systèmes et qui veulent un gouvernement plus progressiste, qui se bat pour la cause sociale et environnementale. Bon, je vais arrêter parce que vous avez compris un peu le concept de c'est quoi un woke, là. C'est pas juste du granola puis manger des graminées puis de la viande végétale, il y a d'autres choses au travers de ça. Il y a une conscience puis une justice sociale qui échappe et qui vous échappe peut-être pour certains. Donc, c'est ça. Pour les gens qui se demandent un peu à Québécois Média, sur Cube Radio surtout, le silence de Québec solidaire depuis ces élections, ben, je vous annonce que Québec solidaire fait une grève de silence. La gauche a décidé de faire une grève de silence. Ouais, on fait la grève de silence parce qu'on a ri de nous autres pendant toutes les élections. On s'est payé des préjugés, on nous a collé des étiquettes, on a fait vivre des distorsions sur notre programme, des hyperboles. Je vais utiliser des mots que tout le monde commence à connaître, à utiliser, là, des mots qui semblent compliqués, mais qui sont aussi simples que la grammaire et que le dictionnaire, là. Je suis désolé si Denise Bombardier a parfois du mal à suivre mon langage, mais c'est parce que j'ai grandi en lisant ces textes élaborés d'un discours sophistiqué et j'en ai gardé certaines inspirations, certaines séquelles, certaines mémoires. C'est un clin d'œil à Denise Bombardier, donc oui.
Denise Bombardier, malgré ses discours très opposés à ce que je pense, fait partie de mes inspirations primaires. Prioritaire, je trouve qu'elle représente un sens du féminisme fort pour son époque. Et malgré le fait que c'est un dinosaure, les dinosaures, on en parle encore aujourd'hui, ça fait partie intégrante de l'histoire, donc il faut pas enlever la place puis penser que nos dinosaures n'ont pas d'importance et de place dans notre société, là. Donc, longue vie à nos vieux dinosaures. Je suis pas pour l'extinction de nos dinosaures, donc moi je les aime, nos vieux dinosaures. On va le dire comme ça, c'est drôle, c'est choquant. Je suis sûr que Denise doit pas apprécier que je dise que je l'aime, puis que je dise que j'aime nos vieux dinosaures, et que je l'inclus dans cette définition, mais c'est pas grave. Denise, si tu m'écoutes, moi je les aime, nos vieux dinosaures. Fait que le prochain sujet, c'est est-ce que les jeunes font de l'agisme? C'est Denise Bombardier qui m'a donné cette idée. Est-ce que les jeunes font de l'agisme, mais est-ce que les vieux aussi font de l'agisme envers les jeunes? Parce que ça encourage les jeunes finalement à faire de l'agisme envers les vieux, genre, te comprends-tu? Là, je suis sûr qu'on a perdu une partie des auditeurs puis qu'il y en a qui sont tous mêlés, là. Mais tu sais, quand les personnes âgées disent que les jeunes aujourd'hui, ils sont tous pareils, c'est tous les mêmes, ils veulent rien faire, ils veulent pas s'aider, ils veulent pas travailler, tout ce qu'ils font, c'est jouer à des jeux vidéo puis critiquer tout le monde. Ils ont pas vécu la vie qu'on a vécue, ils savent pas c'est quoi travailler dur puis rien avoir dans la vie. Ils ont tout eu facile sur un plateau d'argent, c'est des enfants gâtés, des enfants rois, sont nés qu'une TV, une télécommande dans les mains, même pas besoin de se lever pour changer de chaîne. Eux autres, ils savent pas c'est quoi la TV en noir et blanc. Puis là, d'un autre côté, on a les jeunes qui nous disent les vieux sont toujours de mauvaise humeur, sont toujours en train de critiquer les jeunes, ils prennent tellement de place dans la société, on dirait qu'il faut toujours tout leur donner. Pour la plupart, ils veulent pas nous partager leur sagesse, puis transmettre leur savoir, puis laisser leur place à la génération future. Ils n'ont aucune confiance entre notre génération. On dirait qu'ils cherchent à faire vivre un préjugé à la place de chercher un contact. Pour eux autres, c'est toujours la faute des jeunes. C'est toujours la faute des jeunes ce qui cloche dans la société actuellement, alors qu'on pense jamais à tous les choix qu'ils ont faits dans le passé, pour lesquels nous autres, les jeunes, on n'est pas responsables, mais il faut qu'on vive avec. Tu sais, j'ai l'impression que les vieux sont un peu déconnectés puis ont oublié c'est quoi d'être progressiste, là, d'être jeune, puis de voir un avenir, d'espérer, de voir un avenir de se développer dans des choses qui leur échappent peut-être à leur époque pour leurs yeux. Je veux dire, ils viennent d'une autre époque. La société avance vite, la technologie avance vite. On peut comprendre que pour certains, on se retrouve vite dépassé, autant pour les jeunes. Mais en même temps, c'est parce qu'il faut suivre aussi la tendance. On peut pas reprocher à la jeunesse de suivre la tendance. Donc, ma question aujourd'hui, au sens critique, c'est comment qu'on adapte, comment qu'on mélange ces deux discours qui semblent s'inclure, s'opposer, se critiquer, se demander conseils et des besoins et semblent de finalement revendiquer un échange et une égalité. Donc, je pense que le plus grand problème au Québec actuellement, c'est l'équilibre intergénérationnel. Tu sais, on parle beaucoup du fait qu'il va falloir trouver un équilibre budgétaire, là. Ça fait des années qu'on parle de ça, qu'on le cherche puis qu'on n'est pas capable de l'atteindre, là. C'est bien beau de rêver, mais il y a quelque chose qu'au Québec, on pourrait réellement atteindre au point de vue social, au point de vue de nos problèmes sociaux, puis c'est l'équilibre intergénérationnel. Puis ça, je pense que ce serait pas mal plus important d'atteindre un équilibre entre les générations, un équilibre intergénérationnel, avant d'atteindre l'équilibre budgétaire, pour vrai. Faut mettre nos priorités à la bonne place à quelque part, là. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas juste des distorsions politiques au Québec, il y a des distorsions générationnelles, des distorsions intergénérationnelles, tiens. Premièrement, quand j'écoute les discours politiques, quand je regarde la moyenne d'âge des personnes qui dirigent, qui sont élues, je vois un déficit de jeunesse. Je vois qu'il manque vraiment de jeunesse, d'idées jeunes. Je vois qu'il y a un mépris dans la politique pour la jeunesse d'aujourd'hui. Ça, c'est clair. Un jour, il va être le temps au Québec. Il va être le temps dans nos institutions, dans nos administrations, de pas juste penser laisser place à la femme. Puis là, quand je dis à la femme, c'est à la femme de 40 à 60 ans, de 40 ans et plus, mais aussi laisser place aux jeunes femmes,
puis aux jeunes hommes, puis aux jeunes trans, aux jeunes homosexuels, aux jeunes bispirituels, aux jeunes hermaphrodites, aux jeunes asexués, aux jeunes personnes non définies de genre et de sexe. Il va être le temps de laisser place à la jeunesse, surtout quand on sait que la moyenne des entrepreneurs au Québec, c'est 50 ans et plus. Ça va être le temps un jour d'avoir des jeunes, de la jeunesse, pour faire vivre notre économie. Quelque part, il faut rajouter et refaire vivre aussi un peu de jeunesse. Nos jeunes, ils consomment des choses différentes dans l'économie, des besoins différents. C'est pas les mêmes besoins que pour une personne de 50 ans. À 50 ans, oui, il y en a peut-être qui s'intéressent aux jeux vidéo, mais on s'entend-tu que c'est plus les jeunes qui vont s'intéresser aux jeux vidéo, à la musique pop, au divertissement, au spectacle. Puis encore là, ça touche beaucoup de personnes âgées qui aiment ça aussi, qui ont un âme de jeunes. Mais je veux dire, il faut investir dans ces sphères-là aussi. C'est important, la technologie, l'évolution, puis le développement de notre société. Si on va attirer des jeunes, puis que les familles fassent des enfants à quelque part, il faut qu'on ait une société qui rajeunit, qui ait un certain sens de la jeunesse aussi, quelque part, là. Tu sais, être jeune, c'est pas juste être jeune, là. C'est aussi dans l'âme, c'est aussi dans notre esprit. Il y a des personnes qui peuvent avoir 90 ans, puis être plus âgées, puis se sentir plus jeunes, puis vouloir être jeune, puis aimer ce qui est jeune, puis vouloir être... La jeunesse, ça appartient à tout le monde, finalement. Non? Moi, je pense que le Québec aurait besoin d'une fontaine de jouvence. On pourrait devenir la fontaine de jouvence. Ça serait pas pire de rajeunir le Québec, de rajeunir notre société, de offrir des besoins qui répondent aux besoins de la jeunesse, par arrêter de faire vivre un préjugé puis des stéréotypes sur notre jeunesse, là. En même temps, ils ont le dos large, mais il y a des limites. Je pense que nos jeunes sont assez endettés par le crédit, n'arrachent assez à finir leurs études, ont assez de mal à faire un équilibre entre leur vie sociale et professionnelle, ont de la misère à payer leurs factures, à se payer Internet puis les services de divertissement de confort, ont de la misère à avoir une vie sexuelle puis une vie équilibrée puis à manger sainement, ont de la misère à se garder en santé, ont de la misère à se voir avoir une voiture, une maison puis une famille parce que c'est tellement rendu cher la vie, coûteux puis compliqué que c'est très difficile d'entrevoir l'avenir dans ce sens puis de ce côté-là. Donc c'est bien beau parler de la jeunesse puis critiquer nos jeunes, mais il faut se mettre un peu puis vivre à leur place aussi aujourd'hui, là. C'est plus les années 50, là. Là, on est en 2022. Il y a toutes sortes de nouvelles réalités, de nouvelles technologies, puis de nouveaux problèmes qui sont à notre porte, puis à l'horizon, là, puis devant notre fenêtre chez nous, là. Puis on peut pas vivre en fermant un rideau, puis en faisant comme si que ça n'existait pas, là. C'est bien beau voir la vie devant un écran, devant un téléviseur, devant un écran d'ordinateur, devant son cellulaire, d'écouter ce que les chroniqueurs disent, puis de suivre au mot ce que les médias peuvent nous citer. Mais il faut aussi développer et élaborer son sens critique à quelque part, là. La technologie a omnibulé nos consciences. C'est comme si les gens étaient rendus quasiment un peu zombies, là. Zombies crochetés sur les réseaux sociaux puis sur leur téléphone, là. Le monde n'en décroche plus, là, au point où on a de la misère à réagir, à faire quelque chose de notre vie, puis à porter secours aux personnes en danger autour. Là, on préfère filmer puis partager la nouvelle plutôt que de réagir et d'intervenir dans les enjeux directs de notre société, là. Toute qu'une société de voyeurs puis de voyeuristes qu'on est en train de développer au Québec, là. Moi, je pense que l'immobilisme, que le voyeurisme, là, a dépassé complètement nos valeurs individualistes et nos valeurs d'actionnaires autant commerciales. Je pense qu'avant, on vivait dans une société d'hommes d'affaires. Aujourd'hui, on vit dans une société de confortabilistes. Les gens votent par confort, les gens agissent par confort, les gens n'agissent que par intérêt de leur propre confort personnel et individuel. Au-delà de ça, les limites sont très minces. La frontière est très mince. Au-delà de ça, l'aide collective, la solidarité commune, c'est des valeurs qui sont directement et carrément en train de se perdre, là. On regarde de plus en plus le monde de façon insensibilisée. C'est comme si, à force de se fondre dans la masse face à la surpopulation, l'être humain était devenu une chose facilement interchangeable, était rendu tout simplement un maillon de la chaîne, un accessoire, un mécanisme. C'est comme si chaque être humain n'était que pour le système capitaliste actuel qu'un objet interchangeable. C'est comme si on avait perdu la valeur de l'être humain, la valeur
de l'être humain. C'est comme si l'être humain était devenu une ressource. D'ailleurs, on n'a pas inventé les ressources humaines pour rien. Hein. L'être humain est devenu une ressource. Donc, c'est rendu qu'on traite l'être humain, dans la traite des êtres humains, comme une ressource, comme une pelletée de terre, comme un arbre qu'on vient de scier, comme une pierre qu'on vient de casser en deux puis de fracasser, jusqu'au fond du cœur sédimentaire de ce qu'elle est. Ouais, je pense que c'est la morale de toute chose. C'est la morale du fait qu'on vit dans une société déshumanisée où l'être humain n'est plus qu'une valeur matérielle aux yeux des autres. On n'est plus qu'un signe de pièce, on n'est plus qu'un numéro dans un système, un salaire de verser, un pion dans leur échiquier. J'ai l'impression que l'individu n'est plus qu'une chose pour le système actuel. Moi, c'est ma vision des choses, là, c'est mon ressenti en tant qu'être humain sensible, compatissant et écoutant, qui écoute le monde autour. Puis ce que j'entends, c'est le monde nous crier. Le monde souffre, le monde nous demande de l'aide, puis nous, on les regarde devant notre écran, puis on fait rien. On n'agit pas, on ne réagit pas. Nous sommes devenus une société de voyeurisme. Le voyeurisme, la satisfaction personnelle, la complaisance, c'est rendu que l'être humain vit sa vie par contact indirect, par fait vécu indirectement par les médias, par un écran qui transpose la réalité d'une autre personne. C'est rendu qu'on vit la réalité des autres de façon insensibilisée par une fenêtre sur leur vie. Mais au bout du compte, tout ce que ça l'entraîne, c'est une forme de désensibilisation par rapport aux autres parce qu'on regarde ça avec un voyeurisme qui ne réagit pas. C'est violent de regarder des violences dans le monde sans réagir puis de rester assis sur sa chaise puis de pas être plus choqué, de pas se sentir plus interpellé, de pas avoir plus envie de réagir et d'agir par rapport à cette chose qui est inconcevable pour la moralité et l'éthique d'une société libre et démocratique. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est jusqu'où va notre impuissance? Jusqu'où l'être humain, la société peut se convaincre elle-même de sa propre impuissance? Jusqu'où on peut rester sans agir, sans réagir, alors que l'urgence d'agir s'impose, s'oppose à nous, sonne à notre porte, autrement dit, pour dire les choses d'une façon plus métaphorique? Combien de personnes dans notre société se lèvent réellement debout quand ils voient quelque chose qui les choque, quelque chose qu'ils trouvent intolérable, disgracieux, inacceptable dans notre société, par rapport à combien de personnes qui se décident de se résigner puis de rester assis? Combien de personnes restent assis sur les problèmes et les enjeux du monde? Parce que c'est bien beau de s'asseoir, c'est bien beau de rester assis. C'est super de choisir le confort personnel, mais il faut penser un peu aux autres, puis à la société, puis sortir un peu de nous-mêmes aussi. Ben moi, aujourd'hui, je lève mon verre, puis je donne mon chapeau à tous les gens qui se lèvent dans la vie, qui se sont levés, qui se lèvent debout pour parler, pour dire, pour agir, pour manifester, pour revendiquer, pour donner une piste de solution, pour changer les choses qui clochent dans notre société. Bienvenue au sens, le sens critique. On accuse constamment les Québécois d'être des suprémacistes blancs, racistes. D'un côté, on accuse une gauche radicale, d'un côté, c'est la faute d'une droite radicale. Sommes-nous devenus des esclaves de la société, genre? Ah non, moi je suis dépassé par la situation actuelle. Donc, c'était Éric Tremblay-Dionne en direct du Sens Critique dans ce podcast qui dénonce.